moins un refus et un rejet peut-être plutôt des pairs. Dans les spectacles qu'on a vus, enfin le spectacle Le ciel de la nuit, la fête, il y a quand même, par rapport à Olivier Py, je comprends la question d'Olivier Py, en fait, sur Ni ton père, il y a quand même, voilà, on sent que l'univers d'Olivier Py est très présent. Donc, comment vous vous inscrivez par rapport à cette filiation-là, qui est aussi une filiation, puisque vous avez travaillé avec lui. Juste la question que je me poserais moi, c'est en quoi vous sentez que la parenté se fait? Esthétiquement? Esthétiquement, oui. Esthétiquement essentiellement. Ouais. Bah, oui, en tout cas pour moi, c'est vrai que c'était les premiers chocs théâtraux. J'avais été directeur à Orléans, pardon, où c'est là où j'ai découvert le théâtre, et c'est vrai que ça a été mes premiers chocs théâtraux. Donc, en fait, je dirais que le théâtre, c'est aussi piqué à droite, à gauche de tout le monde, quoi. Et c'est vrai qu'on on est de la même génération, on est de la même année, Émilien, Léo et moi, et on a vécu les mêmes choses. Et c'est vrai qu'on pique à Olivier des choses, pas mal, mais pas que à lui, quoi. Donc on s'en sert, on s'en joue, on s'en amuse aussi. Voilà, je dirais ça. Dans le pas que, moi je pense qu'on peut aussi penser à Renouchkine, qui a été quand même une référence. Oui. Voilà, on pense à Villard, parce qu'il y a des manières de jouer. Donc quelque part, oui, Py, mais peut-être parce que lui-même aussi est un agrégateur de certaines esthétiques, certaines esthétiques qui sont, je pense à Sivadier aussi, Jean-François Sivadier. Voilà, c'est toute une économie du théâtre qui nous a bercé, qui nous a aussi inspiré et qui nous a donné envie de faire du théâtre et parfois même de continuer à en faire. Donc j'ai l'impression que c'est des filiations qu'on ne renie pas, au contraire. Je pense qu'on a envie de continuer ce geste-là. Ça ne veut pas dire que moi, quand on me demande les spectacles que je préfère, que j'ai préférés, c'est parfois des spectacles qui sont à l'opposé de ce qu'on fait. Donc oui. C'est pas exclusif il ne s'agit pas de dire c'est ce théâtre-là qui doit exister et pas un autre, c'est plutôt de dire que celui-là doit pouvoir exister. C'est un théâtre qui doit pouvoir exister au milieu des autres. Et le fait, force est de constater qu'aujourd'hui, c'est un théâtre qui est, à l'heure actuelle, ça ne veut pas dire que ce sera toujours tout le temps le cas, mais un peu en voie de disparition. Et il nous appartient de ne pas oublier que l'acteur peut être à voix nue, qu'une troupe c'est aussi beau qu'un individu, qu'un texte c'est aussi beau qu'un grand texte, c'est aussi beau qu'une création contemporaine. Enfin, Puis surtout, je crois qu'on n'oppose pas. Nous, ce qu'on vous présente là, c'est Le ciel, la nuit, la fête, donc c'est notre travail sur Molière, mais ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble. Et je crois que si moi j'ai un enseignement à tirer de ces 12 ans artistiques, c'est de ne pas opposer ce qui parfois est opposé, c'est-à-dire qu'on a fait nous-mêmes des créations collectives en écriture de plateau, on a monté des auteurs classiques et contemporains. Ce que je veux dire, c'est que en fait, je crois que pour pouvoir monter Molière, pour pouvoir écrire des textes, il faut arriver à se nourrir à la source de Molière, et même théâtralement, pour pouvoir inventer son geste, je pense que c'est important de se nourrir à la source de gens, oui, qui ont fait quelque chose qu'on n'a pas fait, et d'assumer ça, c'est toujours la même chose, c'est une certaine filiation, ouais, revendiquée. Elle n'est pas unique, comme dit Emilien. Après, il y a une question, c'est entre La Fontaine-Guérin et Avignon. La Fontaine-Guérin, avec un tréteau bien particulier. On sent dans le Tartuffe d'ailleurs que ça s'inscrit dans cette question-là, mais là, d'un coup, après, que ce soit Don Juan ou que ce soit Psyché, on se retrouve avec un plateau autrement conséquent. L'une des questions qu'on se posait, parce que vous allez la reprendre à Fontaine-Guérin, c'est comment vous allez faire. C'est-à-dire comment vous allez reproduire le Don Juan et le Psyché à Fontaine-Guérin. Oui, parce qu'on a l'impression qu'effectivement, dans Tartuffe, vous êtes chez vous. Enfin, intuitivement, on a l'impression que vous avez exporté votre lieu d'origine. Moi, je tiens à dire quelque chose par rapport à cette histoire d'héritage. Quand on dit qu'on perçoit des héritiers chez vous, je tiens quand même à saluer le fait que les trois esthétiques sont radicalement différentes, oui, avec tous les paradoxes que ça comporte. Votre héritage est commun, et en même temps, ce que vous en faites est radicalement différent quand même. Et du coup, ces trois choses radicalement différentes vont quand même se retrouver dans un même endroit, qui est leur lieu d'origine, sachant que l'un est vraisemblablement quand même plus séminal, quoi. Enfin, pour nous, on a vu Tartuffe à la Fontaine, quoi. Et du coup, nous, on se dit, alors, comment ça se passe pour Don Juan, comment ça se passe
Déjà, réponse dans 10 jours, quand on aura le plateau sous les yeux. On anticipe un peu des choses, il va y avoir Oui, quand même, parce que vous l'avez sous les yeux, le plateau. Oui, on l'a quand même un peu, on l'a en nous. Mais je pense que ça peut apporter... Moi, j'ai tendance à penser qu'au théâtre, qui peut le plus, peut le moins. Et que ce qui a été joué dans des conditions excellentes peut être réduit, peut être si on a travaillé, les scènes, on les a travaillées nous d'abord dans une salle de répétition, il n'y avait pas tout le décorum qu'il y a aujourd'hui. C'est pas pour remettre en cause le travail de la technique, mais si ce travail-là n'est pas là, il n'y a pas théâtre, il reste quelque chose de fondamental. Le lieu de Fontaine-Guérin, il a sa propre magie. Pour ceux qui n'y sont jamais allés, c'est un clocher qui est derrière le plateau, un cerisier qui est sur le côté court, derrière une forêt, à côté un cimetière. Donc ça n'aurait pas de sens d'essayer là-dedans de fabriquer une boîte noire. Il faut faire exister tout l'autour. Et pour ces pièces-là, on va simplement se poser la question de la cohérence du récit, parce que de toute façon, au Nouveau Théâtre Populaire, ce qui nous intéresse, c'est de raconter une histoire avant tout. Il nous est arrivé de jouer, pour l'anecdote, un Feydeau avec, on avait normalement prévu des portes, un canapé, je ne sais plus quoi, une lampe, etc. Il s'est mis à pleuvoir des cordes et on n'a eu aucune autre solution que de jouer dans la salle des fêtes, qui était plus petite que cet endroit-là, sur une scène qui était aussi grande que celle-là. On a mis des scotch au plateau et on a dit ça c'est une porte. Et on a prévenu les gens, voilà les portes. Et on bruitait les portes pour rentrer et sortir. Et ça a fait une des soirées les plus magiques du Nouveau Théâtre Populaire. Et puis c'est vrai qu'à Fontaine aussi, on ne fait pas que des créations sur plateau nu avec des acteurs qui gueulent à la face, quoi. On fait aussi des formes très différentes, des formes itinérantes aussi parfois. Moi je sais que j'ai mis en scène aussi Les Enivrés de Ivan Veripaev, où on jouait aussi dans une petite grange, ensuite sous le plateau. On peut adapter vraiment le lieu comme on le connaît depuis 12 ans, on l'adapte vraiment à notre désir artistique. Et c'est vrai que pour Psyché, ça va être une adaptation. Et on va commencer en plein jour, donc effectivement les lumières, on ne les aura pas dès le début. Mais je pense que, moi j'ose croire que ce sera beaucoup plus fort à Fontaine, Psyché, parce que justement là, il y aura moins de technique. Et que là, on commence dans la nuit, à minuit Psyché, on a besoin d'éclairer. Donc on aurait pu le faire en lumière blanche, quoi, mais on a décidé de s'amuser aussi avec ça. Donc le Nouveau Théâtre Populaire, c'est pas juste un plateau nu, c'est aussi plein de choses très différentes. Donc, quand vous dites que Psyché va démarrer en journée, ça veut dire que vous ne mènerez pas le prof de manière continue sur place? Non. Vous justifiez ça? On a des problèmes de voisinage, d'une part. Non, c'est vrai, je reviendrai, je peux pas, parce qu'on est un procès qui est en cours. D'une part, donc on ne peut pas faire 7 heures comme ça. On perdrait le procès à coup sûr. Et ensuite, c'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est qu'on pense que c'est pas du tout... pour le coup, ce qu'on n'a pas, c'est les capacités techniques aujourd'hui. Hein. C'est une ambition à venir. Mais on n'a peut-être pas les capacités d'accueillir les gens 7 heures dans notre lieu, là, aujourd'hui. Le deal de départ entre nous et les spectateurs depuis qu'on est là, c'est des spectacles qui font chacun entre 1h30 et 2h10, pas plus. Et il y a aussi ça qu'on veut respecter. Les gens en moyenne reviennent, c'est ça le pacte qu'il y a avec les spectateurs, c'est qu'on a fait une enquête sur le public et ils reviennent en moyenne 3-4 fois. Ça veut dire qu'ils aiment ne pas tous faire en une soirée, mais revenir lundi, mardi, mercredi, voir d'autres acteurs à la buvette. C'est un autre rapport au temps. À Avignon, on est dans quelque chose de très concentré. Il y a quelque chose d'électrique ici. À Fontaine-Guérin, il y a quelque chose de plus doux, de plus étendu. Et c'est un rythme qu'on aime énormément puisque c'est nous qui l'avons... c'est le nôtre, en vrai. Et voilà, après, il faut que les spectateurs reconstitueront la trilogie tout seuls. Parce que pour nous... Évidemment, comme on l'a monté avec l'idée de cette première à Avignon, la perspective de la trilogie est très importante. Encore une fois, je crois qu'aucun de nous trois, enfin on sait rien, mais en tout cas pas moi, j'aurais pas monté Tartuffe exactement de la même manière si je l'avais monté tout seul. Mais ça c'est super, c'est ce qu'on apprend à faire ensemble, mais voilà, à Fontaine-Guérin, les spectacles vont chacun exister un peu plus tout seul.
que là. C'est justement une des questions. Comment ça s'est organisé finalement cette circulation entre vous trois? Parce que vous avez donc 3 projets, enfin d'après ce que j'ai compris, vous proposez chacun un projet, vous décidez ensuite lequel vous allez monter. Mais comment vous avez fait finalement pour essayer quand même de tisser vraiment à l'intérieur de la mise en scène des liens quand même? Est-ce que, parce que vous avez un temps de répétition que vous dites très court, donc est-ce qu'entre vous allez tous les trois, enfin les 3 metteurs en scène, essayer de faire un travail, discuter en amont, une dramaturgie? Comment vous avez élaboré un peu tout ça, quoi? Le premier point, c'était la distribution. C'est-à-dire qu'on savait qu'on avait les mêmes acteurs et qu'on voulait qu'ils jouent au maximum dans les 3 pièces, chacun. Donc c'était une grande discussion c'est souvent une grande discussion au NTP, la distribution, c'est qui on veut entre metteurs en scène, parce qu'il faut un équilibre quand même, et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que chaque année, celui qui joue par exemple Tartuffe, l'année prochaine peut-être aura beaucoup moins de gros rôles, quoi. Il n'y a pas de tête d'affiche, on ne fonctionne pas comme ça. Et du coup voilà, la distribution a été une longue discussion, on a essayé des choses, on a arrêté des choses, je veux dire par exemple, Lazare qui joue Don Juan, devait jouer Damis aussi dans Tartuffe. Et c'est vrai qu'on a commencé les répétitions et on s'est dit que ça ne fonctionnait pas parce que ça grillait entre guillemets une cartouche pour Don Juan, ça faisait presque un contresens ou alors un sens trop facile de lier ça. Donc on a préféré faire Pernelle, Don Juan qu'on trouve plus inattendu. Voilà, plus inattendu. Donc cette question de distribution, on a beaucoup parlé de ça. Vous voyez nos tableaux de distribution, c'est des espèces de tableaux Excel à 4 entrées. C'est un petit chef-d'œuvre de programmation. Et puis après, vous mettez le doigt sur ce qui était nouveau pour nous. C'est-à-dire qu'on n'a jamais travaillé comme ça jusqu'ici. Et c'est, on va vous mentir, très difficile parce qu'une mise en scène, c'est quelque chose de profondément personnel. Et que pareil, le contrat qu'on a au NTP depuis le début, c'est une troupe, mais un metteur en scène qui a la responsabilité esthétique et politique de son spectacle de A à Z. C'est très clair entre nous, il n'y a pas de... les acteurs évidemment participent, proposent, mais il y a un vrai sens de la... comment dire, de la hiérarchie en fait là-dessus. Mais ça ne veut pas dire que les metteurs en scène sont scarifiés du tout, nos noms ne sont pas sur les affiches, mais voilà, il y a un ordre dans le travail, on va dire, et ça, comme ça, on n'avait jamais fait. Donc il a fallu se mettre d'accord sur un espace commun. Ensuite, effectivement, quel degré à quel endroit, comme disait Julien, c'est-à-dire quand Lazare jouait Damis, par exemple, ça expliquait Don Juan avec l'idée que c'était le fils blessé d'Orgon, et du coup, ça faisait une entrée psychologique un peu pénible. Alors que Pernelle, ça fait un vrai parcours de théâtre parce que c'est le personnage qui est le plus bêtement dans la dévotion, qui devient l'athée. Donc ça fait un vrai renversement et on a essayé au maximum de penser ces parcours-là et ensuite de trouver là où c'était pas pénible, surligné, là où ça faisait une vraie occasion. Ça peut être cette table qui circule dans les 3 spectacles, ça peut être le Tartuffe, l'imposteur qui est le pauvre dans Don Juan. Il y a des masques qu'on retrouve. Enfin voilà, c'est des accessoires, c'est des circulations qui simplement donnent le signe au spectateur qu'en fait il y a un continuum entre les 3 et qu'en même temps on pourrait ne pas avoir vu Tartuffe, qu'on peut très bien voir Psyché tout seul ou Don Juan, ou inversement, c'est pas du tout voilà, c'est très en fait au début on imaginait des choses assez systématiques et puis on s'est rendu compte que qu'il fallait trouver un compromis entre ce systématisme et ces échos, voilà. Mais c'est honnêtement difficile parce que chaque fois on a l'impression que l'autre veut nous coloniser nos spectacles. Vous voyez, voilà. Il y a une autre dimension, je serai bref, sur la dimension esthétique, parce qu'on avait la possibilité d'être à 3, on avait aussi la possibilité d'être radicaux, chacun radical dans son propre spectacle, c'est-à-dire qu'il a vraiment fait un spectacle très radical du point de vue de la structure, même de la scénographie, l'apparition des costumes d'époque. Moi, j'ai vraiment tout axé sur la question du vide spirituel et du monde contemporain. Et ensuite, on a basculé dans un autre univers. Enfin,
Je pense qu'effectivement, quand on fait un spectacle tout seul, on a tendance à introduire de la nuance pour pas faire des blocs radicaux comme ça. Et l'avantage de la trilogie fait qu'on a pu se déchaîner dans une seule voix, d'être monomaniaque. Et ça, c'est vraiment. Je le garderai comme un vrai plaisir de mise en scène, d'être couvert par nos deux amis et de pouvoir foncer dedans. Voilà. Et ce qui est fascinant en vous entendant, c'est que c'est exactement les problèmes. Tout ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure, c'est les problèmes qui se posaient à Molière, qui devait créer par exemple Tartuffe à la cour et le reprendre à la ville dans un dispositif scénique bien différent, avec un public bien différent. C'est utiliser tel comédien dans un rôle et tel autre, puisqu'on était dans l'alternance, donc ils avaient en permanence tout un répertoire de pièces à jouer, qui était un peu facilité à l'époque par ce qu'on appelait le système des emplois. Donc il y avait des comédiens qui étaient préposés. Ce qui est nouveau dans notre démarche, c'est qu'il n'y a plus justement cette hiérarchie des emplois. Mais sinon, on est dans cette... Et il y avait surtout, par exemple, quand on jouait à la cour, ce qu'on appelait un festival Molière. Le roi disait ce soir, je veux Georges Dandin pour Sognac et puis je sais pas quoi, Psyché. Et donc il fallait tricoter, agencer, le mot a été utilisé tout à l'heure, hein, tricoter les différentes pièces et jouer justement sur l'effet de reconnaissance de tel comédien qui passe de tel rôle à tel autre dans une autre pièce. Et puis il y avait aussi les représentations dites en société, où on allait jouer pour des riches mécènes dans des grands châteaux, des hôtels particuliers extravagants, dans des tout petits comités avec un public hyper resserré qui était quasiment littéralement sur scène. Et donc Molière devait à chaque fois réinventer, les décors se recyclaient indéfiniment, les décors somptueux de Don Juan, il y a 70 éléments de décors différents, mais en fait la plupart étaient repris d'une autre pièce qui n'était même pas de Molière qui avait été jouée avant, en fait, et donc on était en permanence comme ça dans une logique de recyclage, d'agencement, d'hybridation, et puis de faire en sorte que ces contraintes donnent du sens. Alors nous, on a une petite hiérarchie des emplois parce que quand même les grands hommes barbus jouent souvent les pères. Les jeunes hommes imberbes qui ressemblent à des mômes jouent souvent. On a le spectacle du matin, on joue souvent les petits garçons. Pour les filles, c'est un peu pareil. Enfin, voilà. Donc il n'y a pas d'emploi, mais quand même, des fois, c'est pratique. En tout cas, ce qui est très très beau dans ce que vous avez fait, c'est que vous avez opté pour l'exact inverse de ce qu'avait fait Vitesse quand il monte une tétralogie, c'est-à-dire qu'il prend un lieu commun. Et il fait un parcours de spectateur, un parcours, excusez-moi là-dessus, je suis prof, un parcours d'acteur qu'il pense réellement comme une traversée personnelle de l'acteur. Et vous avez fait exactement l'inverse, et c'est très fort aussi, vous avez donc éclaté les lieux, et vous n'avez pas pensé à un parcours d'acteur au sens où on serait tenté de faire des liens, et au contraire, vous avez voulu radicalement isoler les rôles. Enfin, je me suis dit que vous preniez l'exact... Oui, vous prenez l'exacte opposition et ça produit quelque chose de tout aussi troublant. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, finalement, un parcours d'acteur? Voilà. Oui. Non, pas du tout. Si, il y a toujours un parcours d'acteur. Quand on passe de Tartuffe à Don Juan, le passage d'un rôle, comment finalement ça se nourrit de l'un à l'autre? Est-ce que ça se nourrit ou est-ce que... Il y a même, Léo disait en bas, il y a même un parcours de langue, parce que passer de l'alexandrin de Madame Pernelle à la prose de Don Juan, pour Lazare Smacar qui joue les rôles, je pense que ça doit être assez troublant de se dire qu'en plus c'est le même auteur et après, normalement le même univers et les mêmes obsessions. On dit qu'un auteur a toujours des obsessions et des types d'écriture, et là, il se trouve qu'effectivement on joue plutôt des contrastes violents. Mais vous vous amusez entre vous quand même, parce que ce Tartuffe sur une chaise roulante qui devient le pauvre homme de Don Juan, vous êtes Oui, il y a le parti pris de la machine théâtrale. Voilà. C'est sûr que la première vertu de ce spectacle, c'est de sans autocélébration, mais de célébrer le théâtre, quand même, la capacité d'un acteur ou d'une actrice à se réinventer d'heure en heure et à une troupe de voyager dans les esthétiques et de renvoyer à la ligne du désordre, comme disait Louis Jouvet, quoi, le théâtre français, sa ligne de programmation, c'est le désordre. Et c'est fantastique en fait de proposer du chaos, quoi. Mais un chaos construit et dans lequel quand même on peut se retrouver parce qu'on a une dramaturgie complexe. Vous parliez de Lazare comme de celui qui joue Don Juan. Et justement, ce matin, on s'est interrogé pourquoi vous l'avez choisi pour votre Don Juan. Je ne sais pas quel des trois a mis en scène. C'est moi qui. Moi j'ai mis en scène Don Juan, Léo a mis en scène Tartuffe et Julien a mis en scène Psyché. D'accord. À quel moment vous vous êtes dit à lui c'est bon? À quel moment je me suis dit ça? On a au moment des distributions, il a fallu faire des choix. Et j'ai choisi ce Don Juan là parce que j'avais envie d'un Don Juan qui ne soit pas un prédateur sexuel, ou du moins qu'il le soit de manière inattendue. Que ce soit d'abord
prédateur sexuel dans le sens où je ne voulais pas d'un bellâtre qui correspondrait à l'image qu'on aurait d'un Don Juan amateur de femmes et qui, à mon avis, nous éloigne de la mélancolie du personnage, de son rapport un peu enragé à l'incroyance. Moi, mon projet de mise en scène, il est tout entier dans une phrase que j'entends, qui est Don Juan à l'acte 5, qui dit « ceux qui sont véritablement touchés ». Et pour un athée pur, véritablement touché ne veut rien dire, parce qu'on peut pas être, on est soit, enfin, on n'est pas touché en fait, on est touché par rien, vu que ça n'existe pas, la grâce n'existe pas, la divinité non plus. Donc quand il dit, on comprend qu'au XVIIe siècle, être athée, ça voulait pas vraiment dire, je pense que Dieu n'existe pas, c'est plutôt j'ai un doute, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a cette porte et qu'il tape, il tape à la porte, parce que la question de Don Juan, c'est assez peu une question de chair, c'est plutôt une question de vide spirituel à remplir. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi un acteur qui par ailleurs a une virtuosité du langage et il a sa propre beauté aussi, une autre beauté. La solution vient par le verbe, quoi. Aussi, voilà, par le verbe, et puis en plus par ailleurs par la classe sociale. Quand on le voit avec Charlotte, on comprend que c'est pas seulement parce qu'il est beau, mais c'est parce qu'il est bien habillé. Et que, du coup, l'habit faisant le moine, Charlotte tombe autant amoureuse, c'est un peu scandaleux comme idée, mais elle tombe autant amoureuse, comme Madame Bovary, elle tombe autant amoureuse du costume de Don Juan, qui est habillé, qui a du d'or tout depuis le bas jusqu'en haut, comme dit Pierrot, que de sa langue, de ses... Qu'est-ce qui fait un séducteur? C'est en fait aussi tous les apparats de la classe sociale haute. Si ce n'est que les costumes, du coup, c'est pas ça que vous montrez, quoi. Bah, c'est pas ça que je montre, mais il est quand même dans un costume. Moi j'ai essayé, bon, je ne vais pas non plus m'étendre sur Don Juan parce qu'il y a d'autres choses à dire, mais rapidement, j'ai essayé de montrer que par exemple, Sganarelle est un costume d'affaires. C'est un costume qui lui a été acheté par Don Juan. C'est un costume qui n'est pas très beau, il est bleu, il est fonctionnel. Mais Don Juan, il a pas besoin d'être, vu qu'il est rentier et c'est un homme de pouvoir, il n'a pas besoin de s'habiller en fonctionnel, donc il s'habille comme il veut. Donc il a des petits carreaux, par exemple. Et c'est ça qui fait la richesse en fait. Aujourd'hui, Elon Musk, il n'a pas besoin de bien s'habiller, il s'habille avec une capuche, de toute façon il s'en fout, il est multimilliardaire, c'est l'homme le plus riche du monde. Il n'a rien à prouver à personne. Le négligé chic, voilà. Et ça, les vacances, c'est... Oui, voilà, par exemple, les riches d'aujourd'hui ne s'habillent pas très très bien. Je reviens sur les costumes, parce que par rapport à Tartuffe, justement, là il y a quand même un choix en termes de costumes qui est tout à fait cool. Et par rapport à aussi, justement ce que vous avez défendu un peu avec le nouveau théâtre populaire, sur le fait d'aller trouver les éléments chez le voisin, pour reprendre une de vos formules, là on n'est quand même pas dans des costumes récupérés chez le voisin, ou bien un vrai copain de votre voisin. Ou alors vous avez une secte janséniste à côté de vous. Ah, c'est là. Je comprends les problèmes de voisinage. Par contre, c'est autre chose, c'est de l'artisanat, c'est nos costumières de la troupe qui ont construit, qui ont fait fabriquer ces costumes de A à Z toutes seules, dans un cadre budgétaire qui est contraint. Donc il y a cette capacité à... Il n'y avait pas rien comme sous pour faire ça, mais il y avait... Je pense que beaucoup de costumières sur des productions de théâtres nationaux en costume d'époque, pour eux c'est le budget chaussures, quoi, en gros, sincèrement, à peu près. Donc il y a cette envie d'avoir de l'artisanat, de l'art, à mon avis, à cet endroit-là. Moi, c'est la première fois que je faisais ça de ma vie, un spectacle en costume d'époque. Quand j'ai compris ce que ça représentait comme travail, j'étais beaucoup moins désinvolte que dans d'autres spectacles, parce que non, le choix des costumes doit être arrêté et ne pas changer. Parce que une robe sur mesure, pour un garçon ou pour une fille, ça représente tellement de travail que c'est... comme un décor. Ouais, c'est ça. Et c'est le jeu des matières qu'on a voulu trouver avec cette idée que le monochrome, en fait, le noir. Bon, j'avoue que j'ai été un peu traumatisé en bien par ma visite du musée Soulage un an. mais l'idée c'est qu'il n'y a pas une couleur noire, qu'il y en a plein par le jeu des matières. Et en plus, ce qui était passionnant, c'est de se dire qu'on présentait ça à la lumière du jour et que donc c'est le soleil qui allait un peu faire sa loi pour faire briller, et on a pensé un peu les matières en fonction de ça. Elle a en bleu quand même, on va supposer.
Non, c'est que des effets de lumière, et sinon il n'y a que Emilien quand il rentre pour jouer l'exempt qui a de l'or, sinon il y a un peu de blanc qui dépasse chez doré. C'est cléant, on voyait en bleu très foncé. Non, c'est du noir. Non, vraiment, c'est... Enfin, en tout cas... Et, par exemple, moi je n'ai pas de pantalon dans l'exemple, vous ne le voyez pas parce que j'ai un long manteau, mais nous n'avons pas le budget pour le pantalon. C'est ça l'état. On a vu que les souliers c'était un peu cheap hein, quand même. Voilà, elles ont rajouté des petits rubans à la fin. Voilà, on a bien compris. Parce que le budget chaussures correspond, lui, au budget café d'un théâtre. Et on s'interrogeait aussi sur la partie sur l'action du maquillage. Ouais. Le travail de Pauline Brie, oui, je tiens à nommer. Oui. Voilà, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a ceux qui sont vraiment blancs et roses, qu'on a supposé être un peu les mondains. Oui. Ceux qui sont un peu, voilà, précieux. Un peu les précieux, un peu ceux qui ne sont pas dévorés ni par la dévotion et qui sont en même temps socialement assez élevés. Et on s'est évidemment interrogé sur les cendres d'Ambron sur la figure qui d'un coup devaient passer de l'autre côté. De l'autre côté, c'est-à-dire Il ouvre à la vie mondaine. Ah, vous l'avez lu comme ça. Ah, c'est drôle. Pour moi, c'est pas du tout ça. Non, mais c'est intéressant comme discussion. C'est que donc il y a cette urne funéraire qui est les cendres de sa défunte femme. Simplement, en gros, pour moi, la mort de cette femme pèse sur la maison. C'est une maison en deuil. Et du coup, d'une certaine manière, en démasquant Tartuffe, il revient à la vie. Et donc, c'est plus ça le sens. Ce qui est très beau, c'est qu'il rentre enfin dans la famille une fois qu'il est en blanc. Oui, c'est ça. Il devient... Voilà, chez lui, quoi. Exactement, il fait partie de la famille. Enfin, il va être la c'est ça. avec sa femme, quoi. C'est ça. Et du coup, il y a l'idée que... Non, il y a l'idée que cet homme... Pourtant, je trouve très beau. Moi, j'avoue que la croyance d'Orgon, aujourd'hui, en 2021, je la trouve sublime. C'est-à-dire que je me dis, je préfère quelqu'un qui croit, qui n'est pas que dans le rapport matériel, et qui croit un peu d'immatériel, mais il est beaucoup dans la mort. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le monde, quoi, effectivement. Et donc l'idée, c'est qu'en faisant exploser la morte, voilà, on retourne à la vie. Il accouche. Il sort des jambes de sa femme, etc. Bon, voilà. Le schéma freudien de base. Est-ce qu'on pourrait revenir sur le fonctionnement démocratique de la troupe? Vous assumez chacun une mise en scène, et je pense notamment à l'implication du collectif dans le choix des pièces, et en particulier à Psyché. Comment on mobilise le collectif? Alors sur Tartuffe et Don Juan, on pense que c'est peut-être un petit peu plus facile de négocier, mais voilà, sur Psyché, comment on convainc l'ensemble du collectif? Est-ce qu'on vote? Est-ce qu'on argumente? Voilà. Non, effectivement, on vote, donc chaque membre peut proposer une mise en scène, la propose, et on vote tous, on défend tous son projet. Voilà, on défend tous son projet, on fait un long mail, ensuite on en discute tous ensemble, tout le monde peut poser des questions, et ça se fait sous plusieurs réunions. Et Psyché, j'ai tout de suite dit que je voulais en faire une comédie musicale, quelque chose de très festif. Et je crois que ça a plu aussi parce que ça dénotait aussi avec les deux autres, et que ça s'inscrivait aussi, dénotait, que ça s'inscrivait différemment des deux autres en fait. Et c'était, en tout cas j'espère que le pari est réussi, mais c'était de finir cette trilogie par une réconciliation et une sorte de fête, quoi. Et je crois que ça a beaucoup plu avant même de rentrer en répétition à la troupe, quoi. Voilà, je dirais ça. Il y avait une question. Comment vous avez réécrit en fait Psyché, parce qu'on voit bien qu'il y a des chansons qui ont été insérées. Alors est-ce que c'est vous qui avez tout écrit? Enfin, vous avez appris forcément des choses de Molière, mais est-ce que vous avez écrit des chansons? Est-ce que vous avez proposé aux acteurs, eux, d'écrire la chanson de leur personnage? Comment ça s'est passé? Alors il y a eu plusieurs écritures. Juste pour les chansons, ça a été composé par Bravo Baptiste, qui est un acteur de la troupe, qui s'appelle Baptiste Chabotti, et son nom de musicien c'est Bravo Baptiste. Donc il a composé lui toutes les chansons en s'inspirant de diverses choses, et on a écrit à deux les paroles. Donc ça a été un long travail de préparation, très long. Ça a pris vraiment beaucoup de temps d'essayer d'écrire ces chansons-là
pour aussi la première chose, c'était de faire plaisir aux acteurs, d'essayer de leur écrire vraiment des belles chansons, parce qu'effectivement, il y a des acteurs qui chantent très bien dans la troupe, mais c'est pas, personne n'est chanteur, quoi. Donc c'était l'idée d'essayer d'écrire des chansons qui leur fassent plaisir avant tout de chanter, et qui a un vrai sens aussi dramaturgique de la pièce. Donc il y a eu ça, et après il y a eu un travail d'adaptation aussi à partir d'Apulé, le conte d'Apulé, et L'âme d'or, pardon, où il a écrit, c'est la première occurrence littéraire de Psyché. Donc j'ai repris un peu d'Apulé, j'ai pris un peu de La Fontaine, et j'ai pris un peu de moi pour écrire tous ces passages aussi d'Antoine Philippot, qui joue le sort de narrateur, dont on l'a appelé le maître de cérémonie dans notre distribution. Donc, et pour moi c'était absolument nécessaire, parce que 2 ans avant la création de Psyché de Molière, il y a eu La Fontaine qui a écrit sa nouvelle sur Amour et Psyché, et du coup c'était un thème très 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 connu à l'époque, c'était vraiment un blockbuster, quoi. Donc tout le monde connaissait l'histoire d'Amour et Psyché par cœur. Donc il y a des choses qu'on n'avait pas besoin d'expliquer dans la pièce de Molière. Aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on ne comprend vraiment pas du tout, quoi. La boîte de Proserpine, à la fin qu'elle ouvre, c'est vraiment, c'est très très dur de le comprendre, quoi. Donc j'ai dû aussi, parce que effectivement, Léo et Emilien le disent, l'envie principale, c'est que les fables soient compréhensibles dans notre travail. Donc il fallait qu'on comprenne ce qui se passe dramaturgiquement. Donc j'ai pris effectivement ce rôle-là du maître de cérémonie pour parler aussi aux spectateurs, parce que j'ai toujours besoin dans mes mises en scène de parler aux spectateurs, parce que sinon avec le 4e mur, ça me fait peur en tant que metteur en scène. J'ai besoin de... Ouais, un petit peu. Non, mais j'ai besoin de tenir la main des spectateurs pour leur dire « Allez, on fait que du théâtre, on vous parle et tout va bien, tout va bien. » Donc voilà, j'ai créé ce rôle du MC, et puis en m'inspirant d'Apulé, de La Fontaine, voilà, sur les réécritures de la pièce. Oui, bravo, moi j'ai vraiment adoré. Donc je voulais revenir sur l'entièreté de votre œuvre, parce que du coup vous mettez un ensemble de 3 pièces, vous l'avez dit, vous passez des objets, il y a des roulantes qui passent d'une pièce à l'autre, donc il y a une unité que vous cherchez, et je trouve, je ne sais pas si c'est évolué ou pas, mais qu'il y a une métathéâtralité que vous essayez d'investiguer à travers cette radio, qui finalement c'est un peu le psychologue de nos personnages. Alors je ne sais pas si vous l'avez compris comme ça, ou de toute façon moi je l'ai reçu comme ça. Donc ça c'est une première question, la fonction de cette radio, qui en réalité ça serait une pièce cadre de vos 3 pièces. Parce que finalement, elle ouvre la trilogie et la termine aussi. Donc tout passe à travers cette machine à psychanalyse, qui est très intéressant. Donc une question. Et puis si vous pouvez dire 3 mots sur le titre, parce que je trouve que l'entièreté de votre œuvre est affichée aussi par un titre qui du coup fait oublier les 3 titres des Molières et affiche une continuité presque explicite. Voilà, donc ces 2 questions, le titre et la fonction de la radio. La radio, oui, vous l'avez très bien dit, donc on paraphraserait si on continuait. La seule chose que je pourrais ajouter, c'est que la radio est un médium très particulier, parce que il est ancien et nouveau. C'est celui qui résiste à beaucoup d'apparitions il est assez récent quand même. La radio, ça existe depuis que l'électricité existe, mais ou peu s'en faut, mais par contre il a survécu à tous les autres médias. Je suis pas sûr que la télé va résister beaucoup, elle est en train de se transformer, ça devient un ordinateur, alors que la radio, vraiment la voix parlée, peut-être qu'effectivement fait office de psychanalyse rapide, et donc on avait envie d'avoir cette voix, cette présence absente qu'est la radio, qui nous permet d'avoir un environnement qui, sans obliger le spectateur à regarder toujours et à être toujours dans une concentration de 7 heures, parce que c'est épuisant, d'être toujours un peu dans un univers et de ne pas en sortir. Oui, et puis la radio s'appelle Radio Grand Siècle, c'est-à-dire que c'est tout bête, mais le fait de pouvoir entendre Mazarin interviewer ou Monsieur interviewer, c'est Frédéric Joshua qui a inventé un peu ce principe-là. C'est réellement notre projet, c'est-à-dire la tension entre le XVIIe et le XXIe siècle. C'est ce qui fait, et c'est ce qui permet aussi, je pense, pour les spectateurs de sentir que ce qu'ils voient, c'est une chose.
C'est pas... c'est une chose qui a 3 chapitres, c'est une œuvre qui a 3 chapitres. Puis ça permet aussi de dire, je trouve, dès le début, qu'on ne se prend pas non plus au sérieux, quoi. On peut se rire de nous aussi. Et c'est vrai que le Radio Grand Siècle commence par une interview, on s'interviewe nous-mêmes, en fait, et on se fait des questions pièges. Comme c'est au début, je pense qu'il n'y a pas encore beaucoup de spectateurs, je ne sais pas si vous l'avez entendu ce moment-là, mais on commence nous-mêmes par se poser des questions pièges en faisant exprès de se saboter les uns les autres. Donc voilà, c'était aussi de commencer et de faire ce lien-là en se disant... en fait, on peut se rire de nous-mêmes aussi, et voilà. Et est-ce que ça influe aussi pour l'acteur, parce que du coup, tous les acteurs y passent, et ça permet de garder une tension dramatique pendant les 7 heures du spectacle? Oui. Bah moi, c'est vrai que quand j'ai entendu Mazarin pour la première fois, ça m'a concentré, ça m'a permis de pénétrer dans l'univers de Molière par une phase qui était inattendue. Il a commencé à parler, parce qu'on entend un acteur qui est un improvisateur en histoire. Il a avalé des biographies de Mazarin et de Richelieu et de Monsieur le Frère du Roi pour être un peu calé. Et maintenant, il peut, sur n'importe quel sujet qu'on lance, improviser. Donc à un moment donné, c'était la révolte des sabotiers. Parce qu'il y avait un embargo sur les espadrilles espagnoles parce qu'ils faisaient concurrence au sabot français. Il y avait un protectionnisme français du sabot. Donc il est imparti en impro là-dessus. Et je me suis dit, c'est marrant, le sabot, l'espadrille, etc., c'est des choses inattendues pour rentrer dans Tartuffe, mais quand on a été habité par ça, ça fait ce travail qui est assez difficile. On est dans la rue, on est sur la place de l'Horloge et on est dans un univers très très réaliste, et puis il faut qu'on plonge dans le théâtre. C'est toujours difficile de faire une plongée dans le théâtre, et là, la radio permet d'être... de sacraliser un peu le moment sans le sacraliser, parce que ça nous met un peu dans une écoute secondaire, et c'est parfait pour un spectateur qui du coup est en réception active du spectacle. Vous allez garder à la Fontaine-Guérin? Absolument. Parce que les gens vont réagir, ça va les amuser énormément, je pense. On va faire 3 soirées différentes d'1 heure chacune, donc on va rallonger un peu. Normalement on fait une demi-heure à l'entrée, 1 heure et une demi-heure. Et là il va falloir qu'on rallonge d'une demi-heure à chaque fois, donc il y a encore un peu de boulot. Mais l'idée, c'est de faire 3 levées de rideaux différents à 19h, et les gens arrivent dans la prairie, ils mangent une saucisse, une frite, et puis écoutent la radio avant le spectacle. Ensuite, sur la question du ciel, la nuit et la fête, cette citation tronquée de Villard, le ciel, qui définissait le Festival d'Avignon, le ciel, le peuple, le texte, la nuit et la fête. Et quand on a mis le peuple et le texte littéralement sur scène, parce qu'il n'y a que un gradin et des textes, peu s'en faut, il y a très peu d'accessoires et pas de décor utilisé comme tel, c'est un décor utilitaire, ça nous racontait quelque chose de lui. Et puis les spectacles répondent bien, le ciel de Tartuffe, la nuit de Don Juan et la fête de Psyché. Et la Trinité, ça marche toujours, c'est 3 petits cochons. Bon, ça sera peut-être votre propos final. Non, un autre conclusion, je ne finis pas sur les 3 petits cochons, il vaut mieux que ça. Je voulais savoir, est-ce que vous vous inspirez beaucoup du fonctionnement d'Ariane Mnouchkine en tant que troupe, que compagnie? J'aimerais savoir quel est votre quotidien en tant que compagnie. Est-ce que vous avez des trainings réguliers? J'ai été frappée aussi par le nombre minime de femmes. J'espère que vous en avez d'autres en réserve. Ça s'appelle la chambre froide, mais on les sort d'accord quand on en a besoin. Non, c'est une vraie question, la question des femmes dans le collectif. Elle nous agite. Pour Mnouchkine, on a tous été dans la mythologie Mnouchkine, je crois tous dans la troupe vraiment été au Théâtre du Soleil et adoré ça. Après, je pense que sur le côté aventure, comment dire, grandes épopées, c'est très important pour nous. Après, je pense que le fonctionnement du nouveau théâtre populaire est à l'inverse. C'est-à-dire que Ariane Mnouchkine, quelqu'un de génial, mais elle dirige d'une main de fer sa troupe. Je pense que ça rigole pas tous les jours non plus. Je veux dire, si vous vivez ensemble. Non, pas du tout. Non, mais il y a aussi ça, hein, c'est pas du tout. On n'est pas dans les utopies. Non, mais si, parce que c'est politique. Je trouve qu'on n'est pas dans les utopies des années 70, simplement. C'est pas. Je pense qu'il y a aussi. Ariane Mnouchkine appartient à la génération qui a sacralisé les metteurs en scène. Et qui a permis, pour le meilleur, ça, mais c'est. Comment dire. Mnouchkine, je crois que c'est pas la démocratie tous les jours. Et après, sur les femmes, la troupe s'est constituée, on travaille ensemble depuis qu'on a 20 ans.
Il y a une réponse un peu provoque que je vais faire, mais je vais la faire quand même, tant pis. En fait, effectivement, pourquoi il y a si peu d'actrices? Parce que par ailleurs, il y a Lola qui est là, qui est directrice de production, donc, qui est co-directrice du festival. On est tous co-directeurs, co-directrices, mais voilà. Il y a effectivement beaucoup moins de femmes que d'hommes. Pourquoi? Parce que on s'est retrouvés, on a rencontré ces gens, on leur a demandé, on s'est demandé collectivement de faire partie de cette troupe parce qu'on avait des spectacles à monter, et parce que cette troupe s'est fondée sur le répertoire. Le répertoire, ça fait quoi? Non mais aussi concrètement, vous demandez, je vais le dire un peu cash, et voilà, mais vous demandez aux actrices si elles veulent qu'il y ait d'autres actrices dans la troupe pour jouer des rôles de Molière, elles n'ont pas très envie, parce que comme ça, elles ont... Ouais, mais nous, les garçons, il y a plein qui ont des panouilles, ce qu'on appelle des panouilles, c'est des tout petits rôles, c'est dur, hein, vous passez un été entier. Alors là, c'est Avignon, ça brille, c'est sympa, mais quand on est juste à Fontaine-Guérin entre nous et que vous avez un été entier à vous échanger que des petits rôles, l'absence de parité permet aux actrices de briller beaucoup plus. Et quand on fait une édition contemporaine, comme il y a 2 ans, on a recruté, on a proposé pour une année à, je crois, 3 actrices supplémentaires de venir parce qu'on en avait besoin. Et je trouve que ce fonctionnement est... alors, encore une fois, si on avait fait une troupe paritaire, les femmes auraient joué des hommes et inversement, et c'est déjà arrivé, et ça arrivera, voilà. Mais c'était pas notre... ça s'est fait, voilà, empiriquement, il n'y a pas de... Et en même temps, je trouve que parfois, il faut faire attention... Bon, ça devient touchy, mais il faut faire attention parce que le... Oui, mais c'est parce que ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a le répertoire, je veux dire, on joue le répertoire. Encore une fois, des femmes peuvent jouer des rôles d'hommes et inversement, mais je vous assure, sur une promotion paritaire de conservatoire, c'est dur pour des actrices, un peu plus dur encore aujourd'hui pour des actrices que pour des acteurs de trouver du travail, parce que c'est la réalité du répertoire. Et donc, voilà, pour vous dire l'histoire, c'est tout ça est complexe, mais ça vient de là. Voilà. Madame Pernet, vous faites faire jouer par un homme. Je fais jouer par un homme parce que c'était joué par un homme à la station, mais ça a été le long des débats entre nous. Il y a Mouchkine a fait jouer Dany par une femme. Ouais. Aussi, donc non, bien sûr. Il y a eu des possibilités quand même. Mais donc, bien sûr. Non, mais voilà. C'est pas notre... je vous ai dit, ça s'est fait... ça s'est fait empiriquement par des... Et je trouve que c'est très bien, parce que si on arrive à travailler ensemble depuis 12 ans en collectif, en moyenne, la durée de vie d'une distribution, une compagnie, c'est entre 6 et 9 ans. Vous voyez les chéros, les machins, les trucs, mais même pas forcément que les très grands, même, ils changent. Ça change. Nous, ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble, et je pense que l'empirisme y est pour beaucoup. C'est-à-dire que on a inventé une manière de travailler ensemble qui n'est... Voilà, et je pense que ça en fait partie, en fait. Mais je vous assure, c'est-à-dire que, encore une fois, j'aimerais bien qu'une actrice soit là, je regrette qu'une actrice soit pas là pour parler de ça, mais je pense qu'elle serait les premières à pas avoir envie qu'il y ait 3-4 actrices en plus dans la troupe, quoi, concrètement. Et les filles, elles avaient proposé des projets de mise en scène aussi? Alors, par exemple, l'année prochaine, c'est que des femmes qui mettent en scène, presque. Donc ça aussi, ça tourne. Il n'y a pas de... Évidemment, il y a plus d'hommes qui mettent en scène dans la troupe parce qu'il y a plus d'hommes sur la ligne de départ. Mais voilà, ça tourne. Comme tout dans cette troupe, tout tourne en fait. Et les projets ne sont pas particulièrement choisis parce que c'est des femmes, parce que c'est des projets qu'on porte, il faut que le projet soit intéressant. Et il se trouve que l'année prochaine, il y en a 2 qui mettent en scène parce qu'elles ont eu déjà la volonté de le faire et de porter un projet. Et c'est des projets passionnants, et donc on va les faire. Mais en fait, on se protège, parce qu'on est une petite démocratie, on se protège un peu aussi des angoisses du siècle, et je pense qu'on se permet de travailler assez librement et de faire travailler, les hommes et les femmes en ne se posant que la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant et de quelle manière j'ai envie de le faire. Oui, parce qu'à l'inverse, leur projet que la troupe a voté pour l'édition 2022, c'est pas parce que ce sont des femmes, c'est parce que les projets, voilà. Et ça, c'est... Et je pense vraiment qu'on regarde pas du tout...
ça peut être des questions de personnes, parce qu'on sait qu'un projet va avoir une personnalité en fonction de le metteur en scène, la metteur en scène qui le défend, mais on regarde vraiment le projet, collectivement. Est-ce que la troupe a beaucoup évolué par rapport à la création? Est-ce que vous êtes, là vous êtes 20, je crois 18. On a été 20, on est aujourd'hui 18. On a été 12 au début. Et on a été 12 au début, ouais, c'est ça. Voilà, donc il y a un peu de... Mais globalement, c'est plutôt... Et ça s'est stabilisé, je dirais, dans les années... l'année 2015, comme ça 14. 13. 13, ouais, 13. On est arrivé à 20... 2015. 15. 15.